Jeudi 22 mai 2025, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Bonjour le Bénin qui vous ouvre à nouveau ses portes pour une matinée des plus radieuses. Nous sommes très honorés de vous savoir là devant vos petits écrans. Et oui, un autre numéro de Bonjour le Bénin, une autre page de cette belle émission à écrire à nouveau aujourd'hui avec toute l'équipe de ces matins. Bon matin à vous, excellente journée jupitérienne à vous et merci de nous accompagner jusqu'à 9 h. Allez, tout de suite, on va y aller avec la première escale et vous le savez, c'est l'incontournable bulletin d'information des matins. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida Demomo, bonjour à toutes et à tous. Et avec vous, on découvre l'actualité nationale de ces dernières 24 heures. Bienvenue au bulletin d'information. Les épreuves de l'examen national du diplôme de technicien en sciences techniques industrielles ont démarré depuis le 19 mai dernier. Allons voir comment cela se passe à Ouidah, sur les traces du ministre conseiller à l'enseignement technique. On ira aussi avec lui à Aboumey-Calavi, à Esmer Academy, centre de formation spécialisé en énergie renouvelable. Regardez. Ici, au lycée technique et professionnel de Ouidah, le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle constate l'effectivité du déroulement de l'examen national du diplôme de technicien en sciences techniques et industrielles DTSTI. Nous avons 250 candidats répartis dans 5 spécialités, au total 9 salles. Tout se passe bien et tout se passera bien jusqu'à la fin. Je suis venu constater que tout se déroule comme prévu. Il n'y a aucun incident sur l'ensemble du territoire national. Cet examen est une étape cruciale. Il sanctionne la fin du cycle secondaire pour les élèves des filières techniques. Les candidats ont abordé les épreuves avec sérénité. Nous avons composé tout de suite la mathématique générale. C'est une épreuve très abordable. Il y a plus de peur que de mal, c'était abordable. Loin du cadre de l'examen, le ministre conseiller s'est également rendu à Esmer Academy à Calavi. Ce centre de formation technique et incubateur est spécialisé dans les domaines de l'électricité, des réseaux et des énergies renouvelables. Les étudiants qui sortaient des autres écoles n'avaient pas suffisamment de formation pratique. Et donc, moi-même étant énergéticien et chef d'entreprise, j'ai eu donc l'idée de combler ce vide donc de techniciens, d'ingénieurs pratiques. C'est justement pour montrer la pertinence du choix que le chef de l'État a fait en associant intimement le secteur privé au programme de la réforme de l'enseignement technique et professionnel. Le centre ESME que j'ai visité est le prototype de ce que nous envisageons. De Ouidah à Calavi, le message est clair. La formation technique est au cœur des priorités pour bâtir le Bénin de demain. Inclusion éducative et sociale des filles à présent. Un programme y est dédié au Bénin. Il s'agit du Suède. La ministre conseillère aux affaires sociales s'y penche à travers une tournée de vulgarisation. Mariam Diaouga Saka, à l'étape de la commune d'Alada, était avec Rabatou Lawani et Fallon Kisezounon, nos reporters sur place. Je voudrais vraiment que vous soyez Mariam Diaouga Saka dans le rôle de maire ici au CEG 1 d'Alada. Pendant environ 1 heure, la ministre conseillère aux affaires sociales et du travail échange et prodigue des conseils aux élèves filles bénéficiaires du projet Suède, l'un des projets du gouvernement pour les maintenir à l'école. Le renforcement du capital humain aujourd'hui est une chose effective. Et cela ne peut pas se faire sans l'éducation. Donc l'éducation a été au cœur de la gouvernance. Et le métier des filles est une chose effective. Je voudrais vraiment vous encourager à travailler pour maintenir le cap parce que vous constituez la relève. Demain, vous êtes les femmes sur lesquelles
le pays va compter. Ce projet qui va bientôt prendre fin aura comblé les attentes, tant dans le rang des autorités que des bénéficiaires. Avant, pour prendre le petit déjeuner même, c'était un problème. Mais grâce aux frais donnés par le projet SWED, aujourd'hui, tout va bien. Les élèves ne sont pas les seuls bénéficiaires de ce projet SWED. Les femmes aussi. Ici, elles ont partagé leur expérience et exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement. Grâce à ce projet SWED, elles sont devenues plus autonomes. Également au niveau de la santé, elles ont parlé de l'hôpital de zone, donc l'infrastructure moderne qui a été installée ici fait le grand bonheur de ces femmes-là. Aujourd'hui, l'hôpital de zone qui respecte les normes internationales fait la fierté des populations d'Alada. Nous l'avions constaté à travers les témoignages. Témoignages également partagés par le préfet du département de l'Atlantique qui a pu échanger avec la ministre conseillère avant sa descente sur le terrain. On retient de leur échange que le département de l'Atlantique a pu bénéficier de près de 9 milliards de francs CFA en ce qui concerne les projets sociaux du gouvernement. Et puis, écho des 5e journées nationales des cliniques privées du Bénin, elles se sont refermées avec une soirée marquée par une série de communications dédiées à un secteur de santé mieux structuré et respectueux des normes. Heureuse d'annoncer. Je vous prie de vous ovationner vous-même. Pendant 2 jours, ils ont réfléchi à la création des cadres de mutualisation de leurs compétences. À cet effet, plusieurs communications sont présentées dans la dynamique de tendre vers la conformité et l'excellence dans les cliniques privées. Ceci est à l'actif de l'actuel conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin. Le thème « Mutualisation pour aller vers la conformité et l'excellence dans les cliniques privées » a trouvé un écho remarquable auprès de tous les acteurs présents ici, qu'ils soient du secteur public que du privé ou du monde institutionnel. Les panels ont été d'une richesse exceptionnelle et ont permis de poser les fondations d'un nouveau dialogue entre partenaires de santé autour de la qualité, de la régulation, du financement, de la digitalisation et des coopérations stratégiques. Après les différentes communications, ils se sont retrouvés dans leur plus belle tenue pour ce dîner de gala au cours duquel les mérites des aînés sont reconnus et célébrés. Nous nous sommes battus pour créer cette association, pour défendre les intérêts des cliniques privées. Et il y a une relève, une bonne relève, une relève dynamique pour continuer les œuvres. Nous sommes fiers et très contents qu'ils nous honorent déjà de notre vivant. En créant la CPB, nous voulions un label que beaucoup de nos confrères ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, avec les réformes que le président Talon a initiées au niveau du secteur sanitaire, je pense que notre pays a de l'avenir. Les 5e journées nationales des cliniques privées du Bénin s'achèvent ainsi. La 6e édition aura lieu les 15 et 16 mai 2026 sous le thème « Le numérique et l'innovation au service des cliniques privées ». Et pendant ce temps, les travaux de la traversée de la ville de Kandi, département de la Liborie, ont fière allure, de quoi réjouir les populations. Une de nos équipes a surpris des ouvriers travailler sans répit, le respect des délais contractuels en tête. Voici le reportage signé Nestor Sella et Judicaël Aïna. Les habitants de la cité de Kandi-Sounon et de Saka assistent depuis peu à une transformation en profondeur de leur cadre de vie. La ville est traversée par un vaste chantier de bitumage long de 3,1 km. Vraiment, on se sent vraiment fier d'être épargné, de pouvoir circuler librement sans difficulté. Je n'ai jamais su que quand il y aura le voie 40, au temps de la pluie, vous quittez la maison, vraiment, c'était un calvaire. Ce que nous on est en train de voir à Kandi aujourd'hui, vraiment, c'est extraordinaire. Le président Patrice Talon, il a fait un bon choix. Il n'a pas laissé le nord et il n'a pas laissé le sud.
Ces travaux, lancés en mai 2024, visent à moderniser les principales artères de la ville, améliorer la circulation et renforcer la sécurité routière. Tout ce qu'il a été fait, dès ne qu'à aider encore faire plus comme ça. On remercie le président Talon. À Kandi, c'est plus de 85% de réalisation. Le bitume avance à grands pas, promesse d'un avenir plus fluide pour les usagers. Sojea Satom, en charge des travaux, s'active à livrer le chantier d'ici peu si la météo reste clémente. Et au Bénin, toujours, une nouvelle initiative veut aider jeunes et femmes à développer l'emploi et l'entrepreneuriat au plus près des réalités locales. Le tout premier centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi, un espace innovant soutenu par l'Union européenne et la France. Ses offres d'accompagnement, formation, tutorat et réseautage. Bruno Rotekbo et Blaise Adam pour nous en dire plus. À Abomey-Calavi, l'avenir de l'emploi local vient de prendre un nouveau virage. Le tout premier centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi, le CLE, a ouvert ses portes. Une initiative portée par l'Envol avec l'appui du projet européen IBACID. À travers le projet IBACID, nous sommes convaincus que les solutions aux enjeux d'employabilité ne viennent pas seulement d'en haut, mais ça vient surtout du terrain et de la coordination des acteurs au niveau local. Au cœur du projet IBACID, il y a une conviction forte. L'entrepreneuriat et l'emploi ne doivent pas être traités de manière cloisonnée. C'est en créant des synergies entre les dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat et ceux de promotion de l'emploi que nous pourrons répondre efficacement aux défis économiques et sociaux que rencontrent les jeunes au Bénin. Ce centre se veut un espace d'accompagnement de proximité pour aider les jeunes et les femmes à passer de l'idée à l'action. Formation, information, réseautage. Ici, tout est pensé pour faciliter l'accès à l'emploi et stimuler l'entrepreneuriat local. Pour le développement de tous ces programmes, nous aurons à collaborer vraiment et à solliciter la mairie d'Abomey-Calavi et la NPE pour le renforcement de capacités de nos coachs pour un accompagnement et un coaching efficace. Jeunesse d'Abomey-Calavi, ce centre est le vôtre. Faites-en un véritable levier pour concrétiser vos ambitions. C'est une terre fertile où vos idées, vos projets, vos rêves peuvent s'enraciner, croître et prospérer. Ce clé est le fruit de notre engagement collectif. Il est la preuve que lorsque les communes s'unissent, qu'elles se dotent d'une vision partagée, qu'elles agissent ensemble, elles peuvent faire naître des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. Le premier centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi, le CLE, n'est qu'une étape. L'ambition, déployer ce modèle sur tout le Bénin et faire de l'entrepreneuriat local un levier durable pour l'emploi des jeunes et des femmes. Dans la suite de ce bulletin d'information, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption poursuit sa campagne de sensibilisation après les départements de l'Ouémé et du Plateau. C'est au tour des écoliers du département des Collines d'être sensibilisés aux méfaits de la corruption. L'objectif est d'inculquer à ces jeunes apprenants certaines valeurs. Pierrette Adanyossi, Kadnel Kapo. Si on n'arrive pas à bien gérer ce pays, si on ne cesse pas les actes de corruption, c'est votre avenir qui sera détruit. C'est donc pour préserver l'avenir de ces âmes innocentes que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption multiplie les actions de prévention. Il est question de promouvoir l'intégrité en semant la bonne graine dès le jeune âge. C'est le bien fondé de cette campagne de sensibilisation ponctuée de sketchs pour une bonne compréhension de la génération montante. Il a prévu une enveloppe de 200 000 francs. Le corrompu et le corrupteur seront sévèrement punis. De l'école primaire publique de Moumoudji de Dassazomé au CEG1 en passant par l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, les actes de corruption et des mesures préventives sont exposés. Les candidats et
n'y a aucune forme qui reste spécifique à un milieu en particulier. C'est une approche de perception, c'est-à-dire qu'on se contente de l'immédiat pour dire une vérité. Il y a dans tous les secteurs toutes les formes de corruption. Dans le milieu scolaire, nous devons être attentifs. Nous rentrons dans une période, vais-je dire, particulière, la période des examens, des concours. Il nous faut redoubler des vigilances. Lorsqu'on parle de véritable prévention, il faut penser à cette couche juvénile, à ces enfants, vais-je dire, de 2 à 7 ans, de 7 ans à 15 ans, de 15 ans à 21 ans, et voire plus. La méritocratie construit la République. L'éducation fait partie des atouts que le Bénin possède. On doit commencer par la jeunesse, en passant par les enfants, parce que ce sont des jeunes âmes, des âmes saintes, des âmes innocentes. Donc on doit commencer par les sensibiliser et si possible inculquer de bonnes manières pour pouvoir éviter de pratiquer la corruption. Y compris aussi les tricheries qui se font dans les classes. Moi j'ai compris que nous devons signaler les cas de corruption pour que les institutions les punissent sévèrement. On entend ça à la télé, on entend ça à la radio, mais l'équipe est arrivée chez nous aujourd'hui pour nous enlever, pour nous mettre la main là-dessus. Donc on est très content de ça. Après la commune de Dassazomé, les membres du Haut Commissariat à la prévention de la corruption seront face aux apprenants des communes de Glazoué et de Savalou avec le même objectif, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. On quitte l'éducation pour parler santé à présent. Avez-vous déjà entendu parler de la hernie discale lombaire? C'est une maladie des disques intervertébraux qui se manifeste généralement par des douleurs. Plusieurs personnes souffrent de ce mal qui affecte leur quotidien au point de devenir une maladie invalidante. Il existe toutefois plusieurs méthodes de traitement pour soulager la douleur. Reportage Michael Noati et Dorcasito Tchalidji. Dans 90% des cas, les hernies discales surviennent au niveau des vertèbres lombaires. Chez 8% des patients, les symptômes se manifestent par des douleurs dans le bas du dos et les membres inférieurs. Sur ce sujet, la population a développé une certaine expérience. Ce que je sais, c'est que c'est une pathologie qui se manifeste par la douleur dans le dos, les épaules, les jambes. Quand ça a commencé par des douleurs au dos, par la colonne vertébrale. Avec le temps, ça persistait, des douleurs vraiment sévères. Quand ça persistait, j'ai été à l'hôpital. On m'a dit qu'il s'agissait d'aller faire un scanner. Et suite au scanner, il a été détecté un hernie discale lombaire. Et surtout, ceux qui restent au bureau, tu restes courbé ou bien tu adoptes des positions dans le fauteuil, tu n'es pas bien droit et collé, surtout à ta chaise régulièrement. On constate plus ça. La hernie discale lombaire est surtout connue à travers son principal symptôme, la sciatique. Il s'agit d'une compression nerveuse localisée dans la région lombaire. C'est une douleur souvent vive, le début est brutal et ça va descendre vers les membres. On peut avoir des zones de paresthésie, c'est pour dire des endroits qui ne vont pas, quand on touche, on ne sent pas bien la douleur. On peut avoir des contractions, mais le maître symptôme, c'est la douleur. Et ça peut empêcher l'individu de marcher. Le traitement repose d'abord sur la prise de médicaments, puis, si nécessaire, sur des infiltrations. C'est déjà le repos. On va donner des anti-inflammatoires, des médicaments. On peut aller jusqu'à la chirurgie, c'est-à-dire qu'il faut faire une opération, mettre une plaque pour réparer. Mais avant, on peut aussi faire la kinésithérapie. C'est des massages, des séances de massage sur le kinésithérapie qu'il y a à l'hôpital. La rééducation peut contribuer à soulager les symptômes. Dans certains cas, une intervention chirurgicale est le seul moyen de réduire la pression exercée sur le nerf.
La dactylographie est l'action de saisir un texte sur un clavier de machine à écrire ou d'ordinateur. Quand on pratique la dactylographie en tant que loisir ou métier, on se fait appeler dactylographe. Avec le temps, que devient ce métier? Serait-ce un métier intemporel? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce reportage de Ronald Robinson. L'art de taper à la machine ou la dactylographie, une technique qui remonte à la fin du 19e siècle et qui demeure fondamentale même à l'ère du numérique. Elle reste essentielle pour les employés de bureau. C'est l'art d'écrire des textes manuscrits en un autre caractère. Nous partons de la machine à écrire avant d'aller vers l'ordinateur pour amener les apprenants à mieux maîtriser le clavier. Là, ils pourront faire des saisies au kilomètre plus rapides. À l'époque où la saisie est une compétence généralisée, la dactylographie, forte de son cachet authentique, pourrait encore résister à l'épreuve du temps. Ça peut ne pas disparaître, puisque ce truc-là a commencé dès l'avènement de la photocopie et comme ça là. Dans certains services, dans certaines administrations, on continue par l'utiliser. Si je prends l'exemple de la frappe des conventions de vente, partout où on va, c'est toujours les machines mécaniques qui continuent par nous aider à faire la saisie. Véritable pont entre la pensée humaine et le monde numérique, la machine à écrire impose rigueur et discipline. Le tronc et la cuisse forment une perpendiculaire. Quand ils n'adoptent pas une bonne position, après quand ils se redressent, ils ont mal à la colonne vertébrale. Pour présenter une lettre, on ne se lève pas pour faire la saisie comme on veut. On doit suivre les normes dactylographiques, obligatoirement. Si on présente n'importe comment, le travail ne sera pas accepté. On appuie avec la force pour que l'écriture sorte, contrairement à l'ordinateur. Sur la machine mécanique, il faut être attentif, prudent. Parce que si on fait une erreur, on ne peut pas supprimer. À moins qu'on utilise un correcteur. Et là, on saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Accessible et facile à manipuler, la dactylo nécessite néanmoins l'expertise du mécanographe pour rester fonctionnelle. Lorsque j'étais venue ici pour la première fois, tout ce que le professeur me montrait était difficile pour moi. Mais après une semaine, j'ai commencé par bien saisir. Avec 50 000 ou plus, on peut déjà se faire acheter une machine mécanique où on peut s'exercer aisément à la maison. Parce qu'avec l'ordinateur, il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. Il y a les carters là qui se dessoudent. Ou ce que vous voyez là, ça se dessoud, ça quitte là-dessus. Les motions, les fixes majuscules, les choses. Et les autres se gâtent vite. C'est avec les dents au soude. Cette forme d'écriture sophistiquée est un témoin silencieux d'une époque où écrire relevait d'un art maîtrisé. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Ediacho Tongo. On se retrouve demain toujours pour le bulletin d'information. Excellent matin à toi. Merci beaucoup Rachida Albion. Et là, je reçois maintenant, bienvenue William Aguerre. Bonjour William. Bonjour Rachida, bonjour Ediacho. Alors les journaux, nous en avons reçu par ici. Et donc nous allons découvrir les différentes unes ce matin. Et c'est avec vous. Voici donc pour vous la revue des titres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la revue des titres. On va démarrer tout de suite par le quotidien de Menottin, Fraternité, usage des langues maternelles, un patrimoine en net recul. Les milieux ruraux et les artisans, derniers bastillons de sauvegarde, l'introduction des langues nationales à l'école est donc la solution. Matin libre, les lignes bougent enfin. Choix libre donné à l'UPR et le BR où se trouve
le piège. C'est donc dans le cadre de la présidentielle 2026 où se trouve donc le piège. S'interroge le quotidien Matin Libre, impulsion politique nationale, première partie, dynamique de souveraineté, impliquer le peuple dans la vision nationale. Une opinion de Kloubou Noro Agbessi. On passe au quotidien Gassiani, Info à présent, désignation du candidat chez les démocrates. La méthode expliquée, fête des maires 2025, la FMEF mise sur le don de sang. On passe au quotidien matinal, le matinal présenté au procureur spécial de la Créette, Richard Boniwourou, et 2 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique déposés. Le secrétaire général du ministère poursuivi sans mandat de dépôt. Dabarou, Info, réorganisation du secteur de la boulangerie au Bénin. Le gouvernement a du pain sur la planche. Passation de charge à la Confédération des transporteurs du Bénin. Mohamed Ali Tonou prend les rênes pour la modernisation du secteur. Vie conjugale entre hommes et femmes, regard critique de Modoukpe Elisabeth Ladedji. On passe au quotidien, le projecteur construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Les membres de la conférence des présidents constatent l'évolution des travaux. L'hémicycle sera opérationnel pour accueillir les députés en décembre 2025. Et puis, on va finir avec le quotidien Les 4 vérités sur cette même actualité. Visite de chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, avril 2026. Échéance fixée pour la livraison du joyau. Le président de la conférence des présidents satisfaite de l'avancement des travaux lancés le 1er avril 2021 et qui affiche aujourd'hui un taux d'exécution physique global estimé à 104% pour un taux d'exécution financière de 46%. Chronique de Christelle Rundonumbo, la liberté, lumière intérieure, promesse partagée. Voilà l'essentiel à retenir des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction ce matin. Merci William Aguia, je vous retrouve en toute fin d'émission, n'est-ce pas, pour la revue de presse. Alors, pour l'heure, nous allons retrouver notre expert foncier pour l'instant foncier de ce jour. Une fois encore, on vous souhaite de passer une très belle matinée en compagnie de nos programmes et surtout, n'oubliez pas, rejoignez-nous autour de 8 h sur l'heure du débat. Aujourd'hui, nous allons parler du port de la tenue traditionnelle dans l'administration. Et vous, n'hésitez pas à opiner à nos côtés via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp, en répondant à la question suivante. Faut-il encourager le port de la tenue traditionnelle dans nos administrations? Nous comptons sur vous pour opiner sur la question du jour. Je reprends. Faut-il encourager le port de la tenue traditionnelle dans l'administration? Vos avis comptent. Bien vouloir donc nous retrouver sur le forum de discussion avec Nadège Sani. Direction l'invité. Dans l'instant foncier du jour, on continue de parler des transactions successorales. Compte tenu de son importance et de sa complexité, on vous l'a annoncé, nous l'abordons en 3 parties. Nous en sommes à la 2e. Et un petit rappel, dans la première partie, nous avions parlé des dispositions pratiques administratives à prendre à la mort d'une personne qui a surtout laissé des biens. Aujourd'hui, dans la 2e partie, nous allons évoquer les différents documents qu'il faut se faire délivrer pour la vente future des biens, que ce soit par voie du notaire ou par voie du tribunal. Et nous avons à nos côtés, comme tous les jeudis d'ailleurs, notre expert foncier, Daouda Moussa. Bonjour. Bonjour à vous, madame, bien maman. Alors, vous êtes également expert juriste, consultant en marketing et attractivité du territoire. Vous êtes le président de l'ONG Sauvons la Terre et également auteur de plusieurs ouvrages sur la politique foncière béninoise. Alors, je le disais jeudi passé, dans la première partie, nous avons démontré aux téléspectateurs qu'après le décès d'une personne qui a laissé des biens immeubles, dans le souci de vendre ou de protéger les biens laissés,
on peut prendre par le notaire ou le tribunal pour le faire. Alors, lorsqu'on doit prendre par le notaire, expert foncier, quels sont les documents que les parents ou les ayants droit ou défunts doivent chercher à apprêter? Une fois encore, merci à vous, madame, maman, de me recevoir sur votre plateau. À la disparition sans trace, à la disparition, n'est-ce pas, sans trace d'une personne, c'est-à-dire à la mort, après la mort d'une personne, dans le cadre de la vente de ces biens immeubles ou de la sécurisation de ces biens immeubles, il faut contacter le notaire. Et pour ça, il faut contacter le notaire pour obtenir certains documents, notamment l'acte de notoriété, le document d'inventaire des biens, l'attestation de propriété, la déclaration de mutation par décès et le certificat d'acquis de droit qu'il faut justement prendre auprès de l'administration fiscale. Donc, en réalité, dès qu'on est dans le couloir du notaire, voilà les documents qu'il faut prendre en vue de la vente des biens immeubles. Nous restons au niveau des biens immeubles parce qu'il y a la succession aussi au niveau des biens meublés. D'accord. Alors, parlons concrètement de ces documents. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers chaque document? OK. Lorsque nous sommes devant l'acte de notoriété, qui est délivré en réalité par le notaire, c'est un document qui relate en français facile les successibles. C'est-à-dire que le notaire constate le décès effectif de la personne. Il invite donc les ayants droit à une confrontation, à des échanges. Le notaire prend donc connaissance du nombre d'héritiers, c'est-à-dire les enfants, la femme ou les femmes du défunt. D'accord. Et c'est ces informations qui sont contenues dans le document appelé acte de notoriété. Le notaire peut exiger la présence de deux témoins proches qui ne sont pas membres de la famille, mais qui ont des accointances avec la famille. Donc, l'acte de notoriété retrace simplement le nombre d'héritiers appelés successibles, le nombre de femmes laissées par le dauphin. Alors, le document d'inventaire des biens, naturellement, déjà, comme l'indique l'expression, c'est sur la base de la déclaration des ayants droit que ce document est établi par le notaire. C'est un document qui fait en réalité l'inventaire de tous les biens immeubles, en l'occurrence, laissés par le défunt. D'accord. Voilà un peu. Par ailleurs, vous ne pouvez pas venir faire l'inventaire des biens du défunt sans quand même donner la preuve que ces biens appartiennent au défunt. Donc, il faut avoir les documents. L'acte de propriété, il faut les avoir. Très bien. Voilà. Merci pour ces explications. Oui. L'attestation, on n'en est pas encore. Il y a l'attestation de propriété. D'accord. Alors, l'attestation de propriété, c'est l'acte par lequel les héritiers acceptent d'hériter le ou les biens immeubles laissés par le notaire. On peut refuser d'hériter? Absolument, j'en viens. D'accord. Le notaire, donc, atteste à travers ce document que les héritiers ont accepté les 10 biens. Alors, il faut déjà faire remarquer, et c'est très important, que nul n'est tenu d'accepter une succession qui a été échue. Et là, 3 cas se présentent. Le premier cas, c'est que les biens immeubles sont d'emblée acceptés par tous les héritiers. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, oui, il y a acceptation des biens, mais sous condition. Certaines personnes, certains héritiers estiment que non, nous devons voir clair, c'est-à-dire qu'est-ce que le défunt a laissé comme actif, qu'est-ce que le défunt a laissé comme passif. D'accord. Il faut nous faire voir ça. Avant qu'on accepte d'hériter. Voilà, vous voyez qu'il y a déclinaison.
Et le troisième... On hérite plus facilement de l'actif que de passif aussi. Oui, vous n'allez pas me dire que, par exemple, là, nous avons hérité dans le compte bancaire bien de 9 immeubles, et qu'après, peut-être que c'est bien après que vous me dites que mais papa, le défunt doit 100 millions à telle personne. Moi, je veux voir clair avant de m'engager. D'accord. Vous voyez déjà qu'il y a une réticence. Bien sûr, bien sûr. Et le troisième cas, c'est qu'il peut avoir purement et simplement renonciation de la succession. C'est-à-dire, certains héritiers peuvent dire, non, moi ça ne m'engage pas. Donc, je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc les 3 cas sont possibles. D'accord. Après ça, nous avons la fameuse déclaration de mutation par décès. Alors, c'est un document rédigé par le notaire dans lequel, ici, cette fois, tous les biens sont listés, mais aussi évalués. On n'en a pas parlé. Tous les biens, vous avez 5 immeubles. 5 immeubles, oui. Les 5 immeubles sont inventoriés, mais chacun est évalué. Pour en connaître le prix, la valeur. Absolument, pour en connaître la valeur. Voilà un peu de quoi parle la déclaration de mutation par décès. Et c'est ce document d'ailleurs très important qui permettra par la suite de changer le nom du défunt vers le nom de tous les héritiers. D'accord. Quand je prends un bien immeuble qui porte le nom du défunt, c'est grâce à la déclaration de mutation par décès qu'ensuite il doit avoir, on doit supprimer, n'est-ce pas, le nom du défunt sur le bien immeuble. Il faut une mutation. Absolument. Oui. Il faut une mutation. Je ne voulais pas appeler le nom pour me faire un peu plus clair. Oui. On va changer le nom du défunt. D'accord. Et on mettra sur chaque bien immeuble les noms de tous les héritiers. D'accord. Alors, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. À la mort d'une personne pour ouvrir la succession, par exemple, qui sont ceux qui ont droit à ces biens? Les enfants, les oncles, les tantes, ou on va dire tout le monde? Alors, Madame Biamaman, oui. Le droit positif béninois, et notamment le droit béninois des successions, notamment le code des personnes et de la famille, ont évolué. C'est une innovation et c'est à mettre à la faveur du régime en talon. À la mort d'une personne, la succession est désormais l'affaire des descendants du décuju et du conjoint, veuf ou veuve. À la mort, je répète, d'une personne, désormais, la succession est l'affaire des descendants directs et du conjoint, c'est-à-dire les enfants et la femme ou le mari. Ou le mari. D'accord. Tous les autres sont d'office écartés. D'accord. Ce n'était pas le cas? Ce n'était pas le cas, c'est pourquoi je disais que le droit positif a évolué. D'accord. Donc, c'est d'abord l'affaire des enfants ou du conjoint. Voilà ceux qui ont prioritairement accès à la succession. Alors, souvent, ce qu'on a remarqué, expert foncier, c'est que à la mort de quelqu'un, il y a souvent des conflits, on va dire, fratricides. On constate même parfois que certains administrateurs de biens décident de vendre des maisons ou même des parcelles laissées par le défunt sans consulter les autres. Alors, c'est qui le liquidateur de la succession et a-t-il le droit d'organiser seul la vente des biens laissés par le défunt? Alors, le liquidateur ou les liquidateurs, puisqu'il peut en avoir plusieurs, d'accord. Le liquidateur ou les liquidateurs de succession, ce sont des personnes désignées de plein droit parmi les héritiers. Elles sont désignées de plein droit parmi les héritiers. Avec l'accord, donc, comme je le dis, de tous les autres héritiers
est présenté au tribunal, qui entérine seulement, c'est-à-dire, c'est vous vous arrangez, vous désignez en votre sein le ou les liquidateurs, vous présentez au tribunal, le tribunal vous pose des questions, vous répondez et il ne fait qu'entériner votre choix. Alors, le liquidateur de biens ne doit en aucun cas, je dis bien en aucun cas, vendre les biens immeubles. Sans l'accord des autres. Laisser sans l'accord des autres, encore moins en décider. Ça dit, ça ne doit même pas traverser ses esprits. Alors, il n'est pas habilité, comme je le dis, à disposer des biens soumis à sa garde et à sa gestion. Il ne fait qu'administrer les biens. C'est une responsabilité qu'on lui a confiée. Qu'on lui a confiée. Oui. Il administre, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a des biens où ces biens continuent d'être loués, il perçoit les locations, il verse dans un compte les frais, les réparations justifiées. Il ne fait que faire cela en attendant la décision. Donc, il ne peut pas vendre les biens qu'avec le consentement des autres, de tous les autres héritiers ou l'autorisation du tribunal. D'accord. Voilà un peu. Alors, c'est vrai, on a évoqué cette voie qui est donnée, cette possibilité qui est donnée, n'est-ce pas, d'aller vers le notaire, mais il y a une autre possibilité, celle d'aller vers le tribunal. Quels sont les documents que les héritiers ou la famille doit avoir, par exemple? Lorsqu'on est dans les couloirs du tribunal, il faut la demande d'autorisation de vente de l'immeuble. Nous parlons de transaction successorale, la vente. Il faut d'abord la demande d'autorisation de vente adressée au tribunal, au président du tribunal. Il faut l'ordonnance de désignation de liquidateur de succession ODLS. Il faut l'ordonnance de clôture de liquidation de succession. Il faut l'acte de décès. Il faut l'attestation de non-appel ou de non-opposition. Et naturellement, il faut les documents de preuve de propriété. Voilà un peu. Tous ces documents, c'est en réalité, Madame Biomama, pour se faire délivrer le jugement portant autorisation de vente des biens immeubles. Et je vous ai rappelé ici que lorsque vous prenez par le tribunal, ce document, cette autorisation de vente ne suffit pas pour directement aller vendre. Parce que lorsque vous détenez ça du tribunal, les biens du défunt immeuble continue de porter son nom. Vous ne pouvez pas vendre un bien immeuble qui ne vous appartient pas, qui ne porte pas votre nom. Il faut aller vers le notaire qui, lui, s'adresse à l'ANDF si les biens portaient les titres fonciers pour procéder à la mutation. À la mutation avant la vente des bien. C'est important de s'assurer que tout est en règle. C'est important de s'assurer qu'on a fait tout ce qu'il faut pour éviter, pour éviter les problèmes, pour éviter les conflits. Merci à vous, Esper Moussé. Merci de nous éclairer sur le sujet parce que, il faut le dire clairement, il y en a marre des conflits fratricides. Il y en a tout le temps. Et si on s'assure de respecter les règles préétablies en la matière, on évite franchement des soucis. Merci Esper Moussé, votre mot de la fin. Oui, je vais simplement vous compléter parce que il y a qu'avant-hier simplement que j'ai lu dans les journaux qu'il y a un fils même qui aurait tué son oncle du fait de l'héritage. Donc c'est un problème récurrent et nous ne pouvons pas tout dire ici. C'est pourquoi nous avons édité des ouvrages. J'invite les populations à les lire et pour éviter d'être en conflit avec les lois de la République. Alors, un fils qui tue son oncle, c'est fou quand même. Allez, travaillons d'arrache-pied pour éviter de convoiter les biens d'autrui, fut-il de nos parents. Voilà, ça fait du bien d'avoir ces biens, ça fait du bien de travailler pour assurer l'avenir de ses enfants. Moi, en tout cas, je dis l'héritage, c'est vrai, c'est bon, mais il faut travailler pour avoir soi-même ses biens, c'est important. Merci, Esper Moussé.
On va dire quoi? À jeudi prochain, n'est-ce pas? À jeudi prochain. Merci donc. Allez, c'est l'heure pour nous de retrouver Jean et Pat, que j'aperçois là tout de suite devant moi. Voici pour vous l'heure du français. Alors, mes gens bien, bonjour. Oui, bonjour, bien. Ça va Patrick? Ça va très bien. Ça va Jean? Très bien. Allez. On est tous en jaune aujourd'hui. C'est fou, quelle coïncidence, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Coïncidence. Et pourtant, on ne s'est pas passé le mot, hein? Non, pas du tout. C'est venu comme ça. Oui, c'est ça la grâce, la connexion divine. Ah oui, on est connecté. On est connecté. On est connecté, non, Jean? Ça se voit. Ah oui. Alors donc, de nouveaux mots à découvrir ce matin, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées du jour. Tout à Et fait. donc, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de succession. Et vous avez parlé d'habitat, d'immeuble, de meubles. Nous, on va parler d'habitat, on va parler d'habitation. Monsieur Fandé, habitat. Oui, c'est toujours une connexion. Oui. Voilà, la connexion est toujours de mise. Donc, habitat, habitation, habitacle, tout cet ensemble de mots, la différence entre... Ça fait 4 mots. Oui, tout à fait. Il faut commencer par dire que ces 4 termes sont générés par le verbe habiter, qui peut être employé transitivement, c'est-à-dire admettre un complément d'objet direct, ou intransitivement, où il admet aussi le complément d'objet indirect. Et donc, quand on dit habiter à la campagne, habiter une maison, ce sont des exemples qu'il faut donner. Alors, lorsqu'on parle d'habiter, évidemment, c'est vivre habituellement dans un endroit donné. J'habite la campagne, j'habite tel... Ça veut dire que c'est le lieu, en fait, de repos, le lieu où vous êtes sûr de retrouver la chaleur, la chaleur conviviale des membres de sa famille, famille nucléaire ou élargie. Bon, évidemment, avec l'évolution dans d'autres pays, quand on dit habiter, c'est parfois aussi avec des animaux. Une chose est sûre, habiter, c'est le lieu où vous restez le plus souvent. C'est là où on vit. Oui, et en termes de couple, on parle de foyer. Foyer au sens physique, au sens géographique. Voilà. Donc, habiter, c'est vivre quelque part. C'est vivre quelque part et habituellement. Et habitation, c'est là où on vit. Oui, c'est là où on vit. Et l'habitation, au fait, l'habitation renvoie plus à une idée physique visible. Donc, une habitation, ça veut dire que c'est un immeuble, ça renvoie à la notion d'immeuble. Donc là, c'est plus bétonnier ou dans d'autres matériaux, excusez-moi de chasser un insecte. Donc voilà, qui veut habiter. Tu ne vas pas nous livrer ici quand même. Jean-Fandé, t'es passé par là. Non, mais je ne demande pas à l'insecte d'habiter mon corps. Je comprends. Alors donc, oui, continuez. Donc l'habitation, c'est cela. Là où on vit et en termes d'immeubles. D'accord. Oui, là où on héberge pour aller un peu plus en profondeur. Ok. Et l'habitat. L'habitat, c'est un terme plus globalisant parce que ça concerne tout ce qu'on peut appeler espèce animale. Ok. Oui, l'habitat, par exemple, c'est le lieu physique, géographique qui accueille favorablement une espèce, des animaux, vivante, c'est-à-dire l'habitacle des bois, l'habitacle l'habitat, oui. Non, l'habitat, oui, voilà. L'habitat, pas l'habitacle encore. L'habitat des bois, l'habitat des perdrix, l'habitat, ça veut dire que c'est le lieu où ces espèces animales se sentent plus à l'aise et vivent bien. Donc, lorsqu'on parle d'habitacle, c'est le lieu qui est censé être plus accueillant pour les espèces animales, quelle que soit leur nature. Lorsqu'on parle d'habitat. Lorsqu'on parle d'habitat. Oui. Chloé est encore revenu. Oui. Le fait de travailler sur beaucoup de termes. Alors, donc, on fait le lapsus. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on parle d'habitacle, c'est le lieu destiné...
d'habitat, bon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Jean Fondé? I don't know. Bon, donc lorsqu'on parle d'habitat, donc c'est le lieu favorable pour accueillir les animaux et les humains. D'accord. Quelle que soit leur nature, leur espèce. Ça, c'est habitat. Oui. Maintenant, habitacle. Voilà. Oui. L'habitacle, lorsqu'on parle d'habitacle, c'est lié à ce qui est créé par l'espèce humaine, par la science. Pourquoi je le dis? L'habitacle, c'est d'abord, dans un avion, le lieu où reste l'équipage, non pas l'équipage, au départ on n'a pas pensé à l'équipage, mais c'est l'espace intérieur où peuvent rester les passagers. L'habitacle d'un véhicule, c'est l'endroit où doivent rester les passagers. On peut dire, ce véhicule, j'aime son habitacle, c'est assez large. Qu'il faut distinguer de la malle arrière ou malle avant, comme pour les Volkswagen. Oui. Donc, quand on parle d'habitacle, c'est le lieu destiné à accueillir d'abord les personnes dans un appareil, ensuite l'équipage, et puis avec l'évolution du mot, c'est là où peuvent rester les passagers. Dans le cas des véhicules, c'est différent du cas des avions, par exemple, ou des bateaux, où on sait que l'équipage a un endroit spécifique et les passagers ont aussi leur endroit spécifique. D'accord, oui. Très bien. Donc, l'habitacle d'un véhicule, j'aime bien l'habitacle de ce véhicule parce que c'est assez large, c'est assez confortable. D'accord. Oui. Donc, on va récapituler rapidement en quelques secondes. Habiter, c'est là où c'est vivre quelque part, résider quelque part. Oui. Habitation. Habituellement. Habitation, c'est là où on vit, là où on réside. En termes d'immeuble. D'accord, en termes d'immeuble. L'habitat, c'est... L'habitat, c'est le lieu destiné plus favorable pour la reproduction, la survie des espèces animales de tout genre. Parce que l'homme aussi est un animal. Exactement. Et l'habitacle, finalement? L'habitacle, c'est dans un moyen de déplacement ou dans une fusée, le lieu destiné à accueillir les personnes qui doivent y vivre ou y rester pour un moment à court, moyen ou long terme. Voilà. Donc, l'habitacle d'un véhicule, c'est l'espace destiné à accueillir les personnes avec des sièges. Et qu'il faut distinguer donc des mâles, arrière ou avant, ou coffre. Très bien. Oui, voilà. Voilà qui est clair. On va évoluer dans le sujet et parler aujourd'hui de la gestion de l'épreuve de contraction de test au baccalauréat. Nous avons ce matin les conseils pratiques et pragmatiques du professeur de français que vous êtes, Jean Fondé. La semaine dernière, on a parlé du commentaire. On a parlé de la gestion de l'épreuve en général. Alors aujourd'hui, on va être plus concret et s'attaquer à la contraction de test. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, les conseils pratiques? Bien voilà, merci beaucoup. Lorsqu'on jette un regard cursif panoramique sur la façon dont se gèrent les différentes épreuves au baccalauréat, on a par exemple la contraction des tests, le commentaire composé et la dissertation. Donc en termes de proportion, on se rend compte que la grande majorité des candidats s'adonnent, se livrent à la contraction du test parce que là, les points sont plus émiettés. Oui, et c'est noté sur 16, bien entendu, après la première partie. Alors, il y a une première partie, première partie consacrée aux notions de grammaire. Et la deuxième partie, c'est la structure du test. Et je rappelle que la première partie est notée sur 2, la deuxième partie consacrée à la structure du test est notée sur 2 également. Il y a le résumé qui est noté sur 5 et la discussion notée sur 7. Vous voyez ici la discussion notée sur 7, alors que tout l'ensemble est noté sur 16, ça veut dire que la discussion est la partie la plus à prendre en compte et la plus à respecter, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, malheureusement, c'est la dernière partie de cette épreuve et les candidats perdent leur temps. Ils abordent la discussion et ils ne l'achèvent pas avant la fin de l'heure. Ce que moi je leur propose, lorsque vous finissez de répondre aux questions de compétences de lecture, il vaut mieux aller directement à la discussion. Aller directement à la discussion parce que lorsque vous, en termes de proportion de temps, il faut consacrer au moins 1 heure, 1 heure et quart à la discussion. Parce que, quelle que soit sa compétence, un professeur ne peut pas
traiter d'une dissertation en moins d'1 heure correctement. Je le dis avec la bénédiction des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et toutes les références en matière d'éducation et de pédagogie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de réfléchir et de produire effectivement une introduction, un corps du devoir, avec des parties et une conclusion en bonne et due forme. Même ce qu'on appelle discussion, et on considère que c'est une dissertation réduite, elle n'est pas réduite en termes de force d'idées, et il faut pouvoir structurer ça correctement. Et pour mériter vraiment la plus grosse partie des 7 points, se donne la chance d'avoir 5, 6 sur 20, il faut vraiment élaborer cette partie-là. Et après, vous reprenez 1, 2, 3 pour finir par le résumé. Le résumé, c'est l'élément, sinon la partie chronophage de l'épreuve, c'est-à-dire la partie où ils perdent beaucoup de temps. Or, c'est noté sur 5 et la probabilité qu'on puisse avoir 5 sur 5 à cette partie est bien faible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est une probabilité à ne pas envisager avec beaucoup d'optimisme. Donc, il vaut mieux commencer par 4, 1, 2, 3. Le plus important, c'est d'achever chaque partie avant d'aborder l'autre. On n'est pas condamné puisque c'est vrai, ce sont de petits points séparés, mais ne sont pas forcément liés. Mais c'est plus logique de faire la structure du test avant de faire le résumé. Donc voilà ce que je peux dire en termes de pragmatisme aux candidats pour ne pas perdre du temps, parce que ce qu'il y a plus à plaindre, plus à craindre et qui est lamentable, c'est de présenter une copie de composition française, de français, sans inachevé, sans l'avoir achevé. C'est prendre des risques. Si vous n'achevez pas la discussion, c'est souvent catastrophique. Or, on a besoin des points de français, des points en français pour une bonne orientation à l'université, dans les écoles et dans les facultés. Donc, très primordial, très important. Et il y a des candidats qui organisent les révisions sans intégrer le français. Ce n'est pas bien, il faut lire. C'est la période de lire les sujets déjà traités, les devoirs déjà traités, les compositions, les examens blancs. On salue l'administration éducative au Bénin qui, depuis des années, organise des examens blancs à l'échelle à la fois nationale, départementale et pourquoi pas au niveau de certaines certaines écoles confessionnelles. Très bien. Merci pour ces conseils pratiques et on ne cessera jamais de les répéter. C'est des épreuves à aborder avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration. J'aime bien l'expression le sang-froid. Le sang-froid. Il ne faut pas paniquer parce que parfois quand on voit le test, il est tellement... Il semble tellement complexe. Il semble tellement complexe qu'on panique. On panique tout de suite. Avec la panique, on perd ses moyens, on passe parfois à côté de choses même qu'on maîtrise. Qu'on maîtrise, voilà. Allez, on y va très rapidement avec l'expression du jour qui dit ceci, Patrick. Oui, l'expression du jour, c'est le tonneau des Danaïdes. Oui. Le tonneau des Danaïdes. Le tonneau des Danaïdes, ou bien remplir le tonneau des Danaïdes. Oui. Danaïde, D majuscule A. N-A-I-D-E-S. Oui. Alors, les Danaïdes, quand on dit il remplit le tonneau des Danaïdes, il est appelé, c'est le travail des Danaïdes, on peut aussi le dire ainsi. Et il faut se référer à l'histoire. Les Danaïdes, ce sont les 50 filles du roi Danaos, qui a vécu en Grèce. Il devait marier ces 50 filles le même jour. Et il a trouvé... À 50 hommes. À 50 hommes. D'accord. À 50 hommes. Vous imaginez le topo, hein? Oui, le topo. Donc, ça, on imaginait une grande fête avec une vie florissante. Mais malheureusement, ce monsieur a remis à chacune de ses filles une pointe et leur a donné comme instruction de tout faire pour l'enfoncer dans le cœur de leur mari pendant la nuit de noces. Et donc, cette nuit, il y a eu 50 meurtres, 50 homicides, et donc ils sont partis. Les dieux n'étaient pas contents, et donc ils ont fait mourir les filles, et dans les enfers, au royaume des morts, eh bien, ces filles étaient condamnées à verser de l'eau interminablement dans un vase sans fond. Enfin, dans leur adjaralazin. Vous connaissez l'adjaralazin de chez nous. Donc, c'est déjà comme ça qu'on leur a présenté. Elles doivent y verser de l'eau éternellement. Il y a des versions qui racontent que l'eau, elles doivent chercher l'eau du Styx. Et le Styx, c'est le fleuve qui coule dans le pays
Au pays des enfers. Au pays des enfers, et c'est une eau sacrée. Oui. Pareil, ça coule toujours. Oui. Il faut aller en Grèce pour... D'accord. Alors donc, c'est le tombeau des Danaïdes, c'est pour dire que c'est donc un travail ou une besogne interminable. Oui, voilà, un peu comme on dit... le travail de Sisyphe. Sisyphe qui est condamné à rouler éternellement une pierre qui doit positionner au sommet d'une colline. Quand il vient, la pierre dégringole, se retrouve dans la vallée, il faut qu'il recommence éternellement. Donc quand on dit que mon boulot, c'est le tonneau des Danaïdes, ça veut dire que c'est un travail pénible. Interminable, et sans but, sans fin, sans objectif et sans espoir. Donc c'est une punition pour ces une punition éternelle. Le boulot que Dieu nous aide à ne pas avoir comme boulot le tonneau des Danaïdes. Je précise que Danaos, il fuyait son frère Égyptos qui lui a 50 fils. Et les 50 fils étaient en train de poursuivre leur oncle, et l'oncle a fui avec les 50 autres filles. Des filles qui sont nées de 50 femmes. Oui. Donc Patrick, chacune a sa mère. Allez, on y va pour la pensée du jour. Et c'est avec cette pensée qu'on va mettre un terme à la rubrique l'heure du français de ce jour. Ousmane Sambane, qui dit ceci, oui. Un mari est toujours un fils, pardon. Un mari est toujours un fils pour la femme. L'époux est le premier enfant d'une femme. Oui, donc Ousmane Sambane qui dit, je cite, un mari est toujours un fils pour la femme. L'époux est le premier enfant d'une femme. C'est bien entendu. Hein? Oui, ça veut dire que si vous avez 3 enfants et votre mari à la maison, dites-vous que... C'est le 4e enfant. Non, c'est le premier enfant, c'est l'aîné. C'est l'aîné des enfants. Oui, c'est-à-dire quoi? Un enfant, il est entouré d'amour, d'affection, d'attention. Et donc, il faut considérer que votre mari en mérite autant, sinon plus. C'est lui qu'il faut servir, c'est lui qu'il faut cajoler, c'est lui qu'il faut entourer de tout l'amour. Le gros bébé, quoi. Oui, voilà, le gros bébé, mais qui va vous traiter comme moins que lui, des fois. Et il faut l'accepter comme ça. Parce qu'on accepte les caprices des enfants. Donc, il faut aussi l'accepter pour le mari. Il faut accepter l'infantiliser. Et c'est à ce prix que le foyer marche correctement. Il a besoin parfois qu'on lui dise « laisse-moi t'enlever les chaussures, laisse-moi te mettre le bavoir, laisse-moi te servir ». Et oui, voilà. Dans quel monde vis-tu, mon cher Jean-Fondé? Mais bon, écoutez, c'est le monde de l'idéal. C'était juste pour rigoler. Oui. En fait, c'est une façon de dire qu'il faut être au petit soin. Voilà. Bon, peut-être pas enlever les chaussures, mais bon, il y en a qui le font à chacun ses manies. Vous savez que quand le mari est fâché, vous ne regardez plus les autres enfants. Tout ce qu'ils vous faisaient rire est mal pris. On peut même leur donner des coups de savate juste parce que le mari, donc l'enfant aîné, est fâché ou bien vous a fâché avant de sortir. Donc, ça veut dire que la paix dans la maison passe par le bon soin au mari. Donc, vous êtes le premier fils de la maison. Il ne faut pas nous noyer ça. Donc, acceptez parfois qu'on vous corrige aussi. Hein? Oui, mon parce que quand on a un fils qui déconne, on le corrige, non? Ah oui? Oui, ça, mais chaque fils... c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de châtiments. D'accord. Il y a des styles de châtiments adaptés. Quand je parle de corriger, ce n'est pas le châtiment corporel. Non, pas seulement corporel. C'est pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de types de châtiments. D'accord, très bien. Il y a des châtiments doux. Oui. Et donc, traitez, à partir d'aujourd'hui, mesdames, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Fondé qui le dit, traitez vos époux, traitez vos maris comme de gros bébés. C'est de gros nounours. Il faut les câliner, il faut leur donner beaucoup d'amour. Il faut leur donner la première place. Voilà. Merci Jean Fondé. Oui, merci, c'est moi. Merci Patrick Diossou. C'est Ousmane Sambane qui le dit. Je vous retrouve dans un moment, n'est-ce pas, sur la tranche de débat. On va aller rapidement à la pause. Le temps pour nous de recevoir 2 invités pour parler d'un programme assez intéressant pour les jeunes. C'est le programme Cyber Incube. Vous en avez déjà entendu parler. Oui. Patrick Diossou, Jean Fondé, sans doute non. Patrick, oui. Alors, l'appel à candidature est lancé. On va en parler avec
les différents invités. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique, n'est-ce pas, Patrick Josso? Oui, tout à fait. Oui. Et c'est important de saisir ces différentes opportunités, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est très important. Et le programme Incube, c'est un programme qui... Non, je ne vais pas dire. C'est un programme qui s'occupe des startups. Et puis, en tout cas, ils vont en parler tout à l'heure. D'accord, c'est pas grave. On reçoit donc nos invités tout de suite. Voici la parenthèse invitée. Alors, avec nos invités, on va parler ce matin du programme Cyber Incube. Nous avons donc 2 invités avec nous ce matin. Et donc, voilà, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour madame. Alors, Jessica Gaba, oui, c'est bien ça. Chef service entrepreneuriat, start-up innovation à la DPME. Merci à nouveau d'être sur ce plateau, toujours accompagné de monsieur Roland Aïkbé, responsable du département cybersécurité à l'ASIN. Allez, l'appel à candidature est lancé, n'est-ce pas? Madame Gaba, parlez-nous-en. Alors, le programme Cyber Incube a été lancé depuis plus d'1 mois maintenant. Nous avons prolongé l'appel à candidature jusqu'au 13 juin, donc pour permettre à plus de jeunes de pouvoir postuler, parce qu'il y a beaucoup d'engouement et certains jeunes n'ont pas pu postuler avant la date de clôture initiale. Et là, nous avons prolongé jusqu'au 13 juin. D'accord, jusqu'au 13 juin. C'est cela. Et donc, les jeunes ont le temps, hein, n'est-ce pas, de saisir cette opportunité, n'est-ce pas, monsieur Aïkbé? Ah, bien sûr, mais il ne reste que quelques jours. Le 13 juin, on va dire, légèrement un peu plus de 2 semaines, n'est-ce pas? 3 semaines environ. C'est ça. Oui. Je disais tantôt qu'il ne reste que quelques jours parce que ce ne sont pas des idées de projets qu'il faut envoyer, ce sont vraiment des projets qu'il faut concevoir. Et donc, il faut d'abord définir un business plan. Mais avant de définir le business plan, il faut apporter en tout cas une solution à un problème. Donc, il faut forcément l'identifier. Et puis, identifier un problème, il faut faire des études, il faut aller sur le terrain, il faut faire du benchmark, il faut questionner les futurs clients pour identifier véritablement de quoi ils ont besoin. Et voilà, et constituer une équipe de 2 à 4 personnes, une équipe hétérogène de préférence. Il ne faut pas se rassembler seulement en technicien, en cybersécurité, mais il faut peut-être avoir des juristes, il faut avoir des développeurs dans l'équipe, il faut avoir des techniciens ou des experts en cybersécurité, il faut avoir peut-être aussi ceux qui ont fait le marketing, parce que c'est un produit. Pour être sûr d'avoir un bon projet, on va dire, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut faire vraiment le tour et il faut soumettre à bonne date. D'accord. Alors, donc, on va rappeler rapidement, une fois encore, hein, c'est quoi le programme Cyber Incube, Madame Gaba? Merci. Alors, le Cyber Incube, c'est un programme pour créer des solutions en cybersécurité. Quand on parle de solutions en cybersécurité, ça peut être des solutions d'audit de configuration de sécurité, ça peut être des firewalls, des antivirus, des boîtiers, des solutions de détection des vulnérabilités, parce que notre cyberespace est de plus en plus attaqué. Dès que vous êtes sur votre ordinateur, sur vos infrastructures, vous pouvez être exposé à des attaques sur vos données sensibles, et vous savez jusqu'à quel point ça peut partir, fuite de données personnelles, etc., etc. Donc, nous voulons aujourd'hui des solutions locales créées sur le sol béninois qui pourront être utilisées par des institutions béninoises, mais également dans la sous-région et à l'extérieur. Je vous donne l'exemple de Kaspersky. Je pense que vous l'avez sur votre ordinateur. Également le Kaspersky. On pourrait avoir des Kaspersky béninois demain, qui sait, mais on appelle vraiment les jeunes à être innovants et à nous proposer des solutions. D'où c'est très important d'aller chercher à savoir quels sont les problèmes majeurs que nous rencontrons en cybersécurité au Bénin et proposer des solutions pour répondre à ces problèmes-là. D'accord. Et à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà quelques projets? Est-ce que vous en recevez déjà? Est-ce qu'il y a de l'engouement autour de ce programme? Alors, à date, on est quand même à un peu moins d'une cinquantaine de projets qualitatifs. Nous le pensons vraiment en termes de qualité, mais nous allons faire une phase de présélection fine où on va vraiment rentrer dans les dossiers. À date, on n'est pas en train de rentrer dans les dossiers, on regarde très rapidement et on encourage encore beaucoup plus de projets à postuler. Il faut dire aussi que nous allons les accompagner pendant de l'incubation, pendant 6 mois, d'où les projets n'ont pas besoin d'être parfaits.
C'est vraiment un premier draft. Nous, on va les accompagner derrière pour parfaire tout ça, pendant la phase de 6 mois d'accompagnement intensif. Très bien. Alors, Monsieur Aïpé, il faut donc y aller. Hein. Faut pas se retenir. C'est une belle opportunité à saisir. Ah, bien sûr, c'est une très belle opportunité à saisir. Et nous invitons d'ailleurs les jeunes, les startups. Nous suscitons surtout la participation féminine, de se constituer en équipe et d'y aller. Mais comme Jessica le disait tantôt, nous voulons des solutions dans tous les secteurs de la cybersécurité. Vous savez, aujourd'hui, la cybersécurité est transversale. Donc nous voulons des solutions dans tous les secteurs. Mais ce que nous ne souhaitons surtout pas avoir, c'est le plagiat. Aller acheter une solution en Chine ou en tout cas dans d'autres pays et venir mettre dans ce programme. Non. Nous voulons des solutions véritablement conçues par les Béninois, pour le Béninois et pour le monde entier. Parce que nous voulons cette fois-ci aller vendre le Bénin sur le plan international. Oui, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le Bénin a une très bonne presse en matière de cybersécurité. Parce que le gouvernement, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, a mis en place un certain nombre de structurations. Et l'ASIN, qui est l'agence des systèmes d'information du numérique, qui est le bras opérationnel aujourd'hui du ministère du numérique et de la digitalisation dans le secteur du numérique, est constituée de plusieurs équipes qui de jour en jour, fait la mise en œuvre de cette stratégie-là. Et donc aujourd'hui, le Bénin dispose d'une stratégie nationale de sécurité numérique, dispose des politiques, donc la politique de sécurité des systèmes d'information, dispose aujourd'hui la politique de protection des informations critiques, dispose d'une équipe de réponse aux incidents. Donc les piliers de la sécurité sont déjà mis en place. Donc il faut aujourd'hui aller au-delà de ces piliers-là. Et aujourd'hui, faut l'avouer, le Bénin est une référence en matière de cybersécurité. Quand vous voyagez, vous vous rendez compte de cela et que les pays voisins ont reçu beaucoup d'innovations. Très bien. Le 13 juin, c'est pas loin. Saisissez, faites vite en tout cas. On attend que vos différents projets, n'est-ce pas? Vous lancez un appel rapidement. Alors, on se quitte, oui. On rappelle qu'à la clé, il y a du financement. Il y a de l'accompagnement technique et financier. Donc, nous allons accompagner ces projets-là avec du financement de démarrage qui est compté en millions, hein, ça je peux le dire. Et à côté de ça, on va les accompagner aussi à aller lever au-delà des premiers millions que nous allons investir. Il y aura également à la suite d'autres investisseurs. On va les accompagner à aller lever d'autres fonds. Donc, c'est un programme qui est intéressant à tous les niveaux, aussi bien pendant la phase d'incubation, à la sortie de cette incubation-là pour les projets. Le gouvernement du Bénin, via le ministère du Numérique, la CIN et la DPME veut vraiment développer ce secteur-là et en faire un secteur tout aussi porteur que l'agro-industrie, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Le numérique fait vraiment partie des secteurs prioritaires aujourd'hui du PAG. Surtout quand on sait que le financement, c'est souvent le gros problème. Aujourd'hui, il y a du financement grâce à ce programme. Voilà, il faut y aller sans hésiter. Monsieur Aïpé, votre mot de la fin, et on en a fini pour aujourd'hui. Oui. Donc, je dirais juste simplement rappeler que ce programme est divisé en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de présélection qui prendra fin le 30 juin. Et la deuxième phase qui va durer 6 mois, Jessica l'a dit. Et pendant cette phase-là, on mettra à disposition des équipes, en tout cas tout le nécessaire pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le projet. D'accord. Il y aura l'accompagnement technique des experts en cybersécurité, il y aura l'accompagnement des experts en business. Et la troisième phase, c'est la phase finale où 3 équipes seront sélectionnées qui bénéficieront nous sollicitons les jeunes à postuler davantage. C'est vrai qu'on a déjà une certaine base de candidatures, mais pour nous... On en veut encore plus. Et surtout les candidatures féminines. N'hésitez pas. C'est une belle opportunité à ne surtout pas rater. Madame Gaba, merci d'être passée. Monsieur Aïpé, merci. Allez, nous on reste en plateau et on poursuit cette émission. Le débat, c'est dans un instant. On va à la pause, on se retrouve juste après. Sur le débat ce jour, on parle du port de la tenue traditionnelle dans nos différentes administrations. Sommes-nous pour ou contre? Est-ce une bonne idée finalement ou une mauvaise? On en débat avec vous, Patrick Diosso, Jean Fandé. Alors, Jean Fandé, là c'est ce qu'il convient d'appeler tenue traditionnelle, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes à l'image même de ce thème, on va dire, ce matin. Alors, pour ou contre le port de la tenue traditionnelle dans les administrations? Je suis pour.
Vous êtes pour. Pourquoi? Je suis pour. J'ai souvenance, quand j'avais commencé par enseigner, il y a un jour, l'administration, puisqu'il faut en parler, du collège a fait une réunion pour dire que ce n'était pas normal que les professeurs puissent se présenter au cours en tenue traditionnelle. Moi, oui, sérieusement? Oui, il avait dit, et pour ne pas donner l'impression que je brave l'autorité, je suis allé le voir dans son bureau pour lui dire de me permettre de me mettre quelquefois en tenue traditionnelle et pas encombrante, pas de tenue encombrante. Et il me dit, mais pourquoi vous voulez braver? Il dit non, je suis professeur de lettres, je suis professeur de français et donc de littérature aussi, de littérature orale et écrite. Et quand on parle de littérature orale, il faut que cela puisse s'adapter aux tenues que nous portons. Donc nous sommes, que je considère que je suis une courroie de transmission entre la modernité et la tradition aux yeux des jeunes à qui j'imprime les proverbes dire. Par exemple, lorsqu'on prend la fétiche, ou lorsqu'on prend surtout la secrétaire particulière de Jean Pliat, où M. Chedas dit, mais comment est-ce qu'on peut parler la langue française dans une autre tenue autre que la tenue européenne? Donc c'est juste, il le disait, c'est vrai, une comédie pour s'amuser, mais je pense que comme la tenue est le reflet d'une culture, d'une tradition, eh bien, nous avons même le devoir à défaut de porter des tenues traditionnelles tous les jours, qu'il y ait au moins 2-3 jours dans la semaine où on puisse se retrouver comme chez nous. Alors, Patrick Diossou, faut-il finalement l'imposer, l'exiger dans nos différentes administrations, vous pensez? Moi, je suis contre. D'accord. Oui, je suis contre, justement, en prenant exactement les mêmes arguments que M. Fandé. Oui, nous sommes dans une administration qui parle une langue qui n'est pas la nôtre, c'est le français. Et s'il faut aller jusqu'au, c'est pas du mimétisme, c'est pas imiter simplement, mais nous sommes en train de parler une langue qui n'est pas la nôtre. Pourquoi voulons-nous porter une tenue qui est la nôtre en parlant une langue qui n'est pas la nôtre? C'est-à-dire qu'il faut rendre compte de cette civilisation au complet. Et c'est ça qui fait que je n'ai jamais été un peu celui qui se pavane en tenue locale, en tenue traditionnelle ou locale ou tenue, je dirais, il y a une autre expression que je n'aime pas trop, tenue indigène ou endogène. À part les vendredis, et les vendredis, c'est parce que petit à petit, l'ambiance est venue qu'il faut porter cette tenue. Sinon vous êtes contre. Vous êtes contre le fait qu'on porte les tenues traditionnelles dans l'administration. Dans l'administration, parce qu'il y a certaines tenues traditionnelles qui donnent une impression de tenue légère, une impression de tenue légère à la légèreté ou de tenue qui ne valorise pas. Lorsque vous portez du simple bomba, on a l'impression que c'est un pyjama qui est porté. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre dans une posture qui valorise. Ne dites pas ça. Notre bomba, il est beau quand même. Franchement, il est beau. Ça ressemble pas à un pyjama, à moins que votre couturier, il ait appris son métier. Notre bomba est beau lorsque nous le portons avec certains artifices. Lorsque certains accessoires. Ouais. Lorsque vous portez le bomba, colle totalement ouverte, et que le bomba n'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas de broderie, et que c'est un bomba simple, ça ne donne pas toujours une belle impression. Ça dépend de qui fait la coupe, hein? Attention. Il y a des bombas simples, sans broderie, sans rien, mais franchement, c'est bien posé, c'est classe, c'est élégant. Que ce soit bien posé ou mal posé, moi, dès que je vois la personne en semaine en bomba, j'ai de la difficulté à considérer que c'est une tenue de service. C'est déjà imbu en moi. Désolé d'être contre non, mais attendez, c'est votre avis. C'est mon avis, et je l'assume. Je dis, c'est comme ça.
En semaine, je ne peux pas admettre voir quelqu'un en tenue qui ne soit pas tenue occidentale s'il vient pour un service. Simplement parce que c'est le français qui est la langue. Parce que c'est le français qui est la langue qui est utilisée, c'est la langue de travail. La langue de travail fait qu'il faut être en harmonie avec cette langue-là. Mais votre côté, votre africanité, vous le revendiquez comment? Je revendique mon africanité en week-end, en fin de semaine. En fin de semaine, je peux porter tout ce que je veux. Je peux même sortir, bon, il n'y a pas de débat en Afrique, mais sortir dans une tenue, il y a certaines tenues qui donnent une impression de grande légèreté parce que ce sont des tenues qui peuvent montrer les bras ouverts, qui peuvent donner une impression qu'on est pratiquement à demi-nu, etc. Mais ce sont des tenues traditionnelles, des tenues africaines, traditionnelles, locales ou tout ce que vous voulez comme mot. Mais quand c'est pour le service, on se met en costume, comme vous le faites souvent. Il y a des gens qui ne m'ont jamais connu sans veste. Mais c'est depuis Mathusalem. C'est depuis, je dirais, dès que je suis sorti de mon enfance, oui, que je porte la veste. D'accord. Mais la tenue traditionnelle, la tenue de chez nos gens fondés, c'est notre identité. Est-ce que ce n'est pas une sorte... oui. Je commence d'abord par rappeler ce qu'on entend par une administration. Ouais. Une administration, c'est un lieu et à la fois un groupe de personnes destinées à gérer les affaires de la cité, les affaires au plan public comme privé. Donc, c'est d'abord perçu comme un lieu où on gère des affaires. Et lorsque c'est un lieu qu'on gère les affaires, ça veut dire que l'aspect linguistique n'est pas encore impliqué. L'essentiel, c'est d'être perspicace. Maintenant, le monde dans lequel nous sommes, et surtout avec cette vision de singularité dans la généralité mondiale, où chaque peuple doit affirmer sa culture. Vous voyez ce qui se passe à l'ouverture des Jeux olympiques. Je me surprends dans une espèce d'extrémité parce que mon frère et ami Patrick parle comme les premiers ayant servi les colons. Donc, je l'assume. Oui, il l'assume, mais je ne le refuse pas. Mais quand je vois le peuple hindou, le peuple chinois, le peuple japonais, fiers dans leur tenue, c'est dans ça qu'ils vont travailler. Oui, vous êtes même allé trop loin. Quand on voit les Ghanéens, quand on voit les Burkinabés, maintenant... Oui, vous ne m'interrompez pas. Et donc, quand j'observe tout ça là, je pense que, comme je l'ai dit à l'entame, la tenue que nous portons, c'est une culture. Le plus important, c'est de faire en sorte que ce que vous portez soit accepté. Je suis d'accord. Parce que, comme le dit le proverbe, mangez ce qui vous plaît, mais habillez-vous comme il plaît aux autres. Un Béninois doit pouvoir se sentir à l'aise dans cette... et non les regarder de haut en se disant que certains termes qui sont sortis, je suis resté tranquille à les boire. Et donc, il vaut mieux, moi je pense qu'on peut accepter. Sinon, c'est jeter par exemple la pierre à nos honorables députés, puisque le texte dit qu'ils peuvent se mettre en costume ou se mettre en tenue traditionnelle, bien du pays, parce qu'ils représentent le peuple. Si nos députés, on les autorise à porter des tenues traditionnelles pour valoriser notre culture, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander ça dans l'administration à des jours donnés? Il y a des universités où... Il y a la préfète de l'Atakora qui a d'ailleurs récemment pris une décision pour imposer, on va dire, le port de la tenue traditionnelle les jeudis. Dans le département, dans les administrations, au niveau du département de l'Atakora. C'est une décision qu'elle a vite rapportée. On n'en connaît pas, il faut dire les raisons. Oui, c'est une décision peut-être un peu perçue comme cavalière. Oui, cavalière. Voilà. Oui, elle aurait dû suggérer et peut-être fixer une période. Vous savez, quand par exemple on dit Vodou Days, tout ça là, c'est notre culture. Bien sûr. Vous imaginez les Béninois se mettre, même s'ils doivent dire des discours en français, se mettre en costume étrangère pour parler de Vodou Days, alors que des étrangers sont venus pour
s'impliquer dans notre culture, partir avec des éléments de cette culture-là. Mais ça, c'est hors administration. On parle de l'administration. Maintenant, au niveau de l'administration, je pense que la tenue, tant qu'elle n'est pas encombrante, doit être le reflet de notre culture avant d'être le reflet d'une langue. Et ce concept de langue par rapport à la tenue est déjà dépassé. Oui, franchement. Et puis, Patrick, je suis choqué un peu par votre raisonnement. Le lien entre la langue et l'habillement, moi est-ce que ce n'est pas une sorte d'aliénation culturelle aussi? Mais on est tous aliénés. On est tous aliénés. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On est aliénés. Moi, j'assume d'être aliéné. Et il vaut mieux que vous assumiez. Parce que moi je suis pas aliéné parce que moi vous n'êtes pas aliéné, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de porter une tenue traditionnelle du lundi au samedi, du lundi au vendredi pour aller au boulot, ça me dérange pas. Vous n'êtes pas aliéné par la culture des autres, mais combien de fois vous avez parlé votre langue en plein plateau? Revenons au débat du jour. Revenons au débat du jour. Le débat du jour, parce qu'on devrait, le débat du jour, c'est de se sentir. Monsieur Fandé a dit une tenue qui n'encombre pas. J'ai vu qu'il y a déjà une nuance qui a commencé. Oui, mais on ne vous demande pas de porter trois pièces pour aller travailler, ou on ne vous demande pas de vous draper avec les accessoires pour venir au boulot. Non, c'est pas ce qu'on dit. Lorsque vous voulez porter une tenue traditionnelle, qui soit une tenue qui puisse être valorisante, il faut être en 3 pièces. Mais justement ça. Non, il n'y a pas de ça. Non, il y a des tenues. Mais Patrick, quand on n'est pas en 3 pièces, on est en tenue débraillée. Ou quand on porte une tenue vous traditionnelle. Me dire que toutes les fois vous êtes venu sur ce plateau en tenue traditionnelle légère, c'est que vous êtes débraillé. Oui, je suis en débraillé. Et vous le faites à dessin comme ça, ça vous plaît? Non, pas à dessin, parce que le vendredi, c'est admis que tout le monde soit en tenue traditionnelle. Maintenant, pour pouvoir pour être en accord avec la vraie tenue traditionnelle, c'est qu'il faut y ajouter la coiffe, nécessairement, pour pouvoir faire l'harmonie complète. Et l'harmonie complète en tenue traditionnelle, pour aller au boulot, ça va être encombrant, justement. Mais il faut se dire, quand je dis qu'il faut assumer qu'on est aliéné, l'aliénation, ce n'est pas, dans ce cas, une aliénation négative, ce n'est pas qu'on est devenu fou de quelque chose, mais c'est qu'on assume qu'on a reçu une éducation qui est centrée sur l'Occident et qu'il faut pouvoir l'assumer et aller au-delà. Il faut prendre ça en compte et évoluer. Si on ne prend pas l'éducation qui a ses revers aussi. Non, Patrick Yosso, aujourd'hui, la langue d'un caïman, le séjour du tronc d'arbre, le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Oui. Et malgré ce séjour-là, cette façon de nous noyer l'aliénation, moi, ça ne me plaît pas. L'arbre ne se lève qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière. Chaque peuple doit rester fidèle à sa culture. Oui, mais la fidélité dans la culture... Il faut éviter l'excentricité dans les propos. Parce que tel que tu veux... Moi, je suis couturier quelque part, tu le sais. Et ça dépend de ce qu'il porte. On peut porter le simple bomba sans broderie, mais avec élégance, même sans coiffe, et paraître élégant et l'être effectivement. Mais comparer notre tenue traditionnelle, par exemple, à pyjama, j'ai été choqué de l'entendre. Choqué. J'ai utilisé exprès le mot pour montrer que ce n'est pas tout le temps qu'on voit une personne en tenue traditionnelle. Si vous voyez des belles dames en bomba simple, sans broderie, sans pierre, parfois marcher, et ça dépend de la démarche, de votre posture. Quelqu'un peut porter une tenue veste et ne pas paraître du tout attrayant, franchement, moi, c'est un langage. L'autre a porté simplement une tenue traditionnelle. Il y a de très belles tenues aujourd'hui, aux couleurs convenant à son stade et paraître élégant. Le plus important, c'est d'être élégant et séduisant. Oui, le plus important, c'est d'être élégant. Dans l'administration, le plus important également, c'est de ne pas s'encombrer, de faire en sorte que la tenue n'encombre pas. Et vous allez voir que même certaines personnes, quand elles portent veste, 3 pièces ou pas, arrivent au bureau, on enlève pour accrocher pour bien travailler. Mais on ne peut pas dire que c'est la tenue
parce que nous parlons français. Moi, je parle français, je viens enseigner le français, mais j'estime que je suis d'une culture, j'ai une identité et je dois le... C'est un discours colonial, franchement. On a passé ce cap. Oui, nous sommes aujourd'hui des pays indépendants. C'est vrai que la langue française n'est pas notre langue. Oui. Et ce qui est sûr, un jour ou l'autre, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas du temps de nos enfants, ou peut-être, j'en sais rien moi, mais un jour ou l'autre, on sera bien obligé, si vraiment on veut tendre vers le développement, on sera bien obligé de revenir à nos langues. Comme cela se fait dans l'AES. Oui, non, je ne veux pas évoquer cet exemple, mais on sera bien obligé à un moment donné. Pour le moment, on y est. Je vais vous donner un exemple. En 2000, j'étais au 6e congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français à Paris. Et on était 3000 professeurs invités, j'étais tout jeune encore. Et quand on a pris les photos, c'est ma photo, parce que j'avais porté tenue traditionnelle, c'est ma photo qui a été mise sur les cassettes qu'on sort pour montrer la diversité culturelle. D'accord. Et donc, chaque peuple doit apporter quelque chose. Oui, arborer fièrement la tenue de chez soi. L'exemple là, c'est un exemple. On va écouter. C'est un exemple de singularité que j'accepte. Pendant que Sani Nadège prend votre place, oui, allez-y. Je dis, c'est un exemple de singularité que j'accepte. Lorsque vous êtes dans un groupe et qu'il faut pouvoir montrer sa nationalité, il n'y a aucun problème pour ça, pour porter sa tenue. Je parle au sein de l'administration, vous dites niet. Du lundi au vendredi, porter tenue traditionnelle, je dis vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'accord, on verra si... On peut peut-être porter, et je dis, Alliance, peut-être porter seulement le vendredi, comme ça se fait déjà naturellement sans qu'il y ait de tests. Non, vous êtes contre, donc laissez tomber. Non, Patrick Diossou, je ne veux plus vous voir sur ce plateau avec une tenue traditionnelle. Non, ce que je dis, et je l'ai dit, ce n'est pas qu'il faut prendre ça comme parce qu'on a dit on peut porter une tenue traditionnelle, donc applaudir à grands cris, c'est ça que je dis, non. Bonjour Nadège Sani, comment allez-vous, ça va? Bonjour à vous Rachida, je me porte super bien, j'espère que vous portez bien. Ça va aussi. Est-ce qu'il y a des internautes qui pensent comme Patrick Diossou? Très peu. Très peu, d'accord, on y va. Alors, bonjour à tous. Nos amis internautes sont unanimes sur le sujet. Il est nécessaire de promouvoir le port des tenues traditionnelles dans nos administrations. Pour Maintenant Piclaver, la tenue locale est un symbole de notre identité. La porter, c'est mettre en lumière notre culture et ouvrir des perspectives économiques aux entrepreneurs. Il y voit également une forme de rupture avec l'héritage colonial. Koumassa Maurice estime que le Bénin devrait suivre l'exemple de certains pays voisins en valorisant la mode africaine, notamment à travers le port des tenues locales. Selon lui, c'est une manière forte d'affirmer notre identité dans un contexte où l'influence occidentale reste trop marquée, y compris dans notre manière de nous habiller. Nabil Touré partage cet avis. Il rappelle que c'est à Parakou, sous l'impulsion du maire Charles Tokor, que le port des tenues traditionnelles a été encouragé dans les administrations, mais il déplore un relâchement après le départ de ce dernier. D'après ce internaute, il ne faut pas simplement encourager, il faut imposer le port de ces tenues dans les administrations si l'on souhaite vraiment en faire une norme. Le penalty invite à une réflexion plus profonde. Connaissons-nous vraiment les tenues traditionnelles de chaque ethnie? Imaginez un peu la tenue traditionnelle de certaines ethnies. Jules Hassen Nouagovi affirme que le vêtement est un mode de communication qui révèle notre culture. Le Bénin est un pays culturel. J'admire le traditionnel. L'autoriser dans l'administration est purement et simplement un pas vers notre propre culture. Le Bénin n'est pas la France, Béhanzin n'est pas de l'Occident, pour que nous portions toujours les tenues françaises pour rendre hommage à qui? N'avez-vous pas admiré la beauté de Madame Mariam Chabi-Talata, la vice-présidente, dans sa tenue traditionnelle lors de l'investiture du chef de l'État? Et on finit par Stanislas Sidagbo qui souligne qu'il est tout simplement pertinent
d'encourager ou d'autoriser les tenues traditionnelles dans l'administration publique, au moins lors de certaines journées thématiques ou pour des fonctions ne nécessitant pas un uniforme strict. Cela valorise le patrimoine culturel tout en affirmant une identité propre sur la scène nationale et internationale. Tout passe par la façon dont cela est mis en œuvre dans le respect de l'efficacité, de la décence et de l'image de l'administration. Pour ou contre, Nadège? Je suis pour. Pour, voilà. Allez, Patrick, vous êtes... Ils se retrouvent seuls ce matin. Oui, j'ai réussi ce débat-là. Sinon, on allait se retrouver tous en train de parler. Non, arrêtez. Ce ne serait pas un débat. Ce ne serait pas un débat. C'était pas un jeu. Allez, franchement... Je vous ai bien eu. La tenue traditionnelle, franchement, c'est... J'adore, tout simplement. Patrick Yossou, ça s'appelle faire votre face. Merci à vous. Ce n'est pas votre face, j'ai réussi à faire le débat. S'il vous plaît. En tout cas, sacré Patrick. Allez. Merci Jean Fondé, merci ma chère Nadège Sani. On va recevoir William Aguiar rapidement pour la revue de presse. Les tenues traditionnelles, moi j'adore. Je pense même que c'est un combat que on devrait mener même au haut sommet de l'État. Et je sais qu'on va y arriver un jour, c'est certain. Voici la revue de presse. La revue de presse, on parle de la présidentielle 2026. William Aguiar, vous nous dites que les lignes bougent dans le camp de la majorité présidentielle. Oui, les lignes bougent enfin quant au choix du duo de candidats de la majorité présidentielle. C'est du moins ce qu'on peut lire ce matin dans les colonnes du quotidien Matin Libre, des informations relayées par Africa Intelligence, reprises par mes confrères de Matin Libre. Patrice Talon a eu le 28 avril dernier à son domicile des échanges avec les présidents des partis Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, et élargi à des cadres des partis suscités. L'objet de la rencontre, le choix du duo de la majorité présidentielle. Allez vous entendre, aurait dit le chef de l'État, nous apprend le journal. Preuve que Patrice Talon ouvre le jeu, laisse le libre choix au parti de désigner celui qui va le succéder. Mais pour celui qui avait affirmé qu'il serait très actif en 2026 et qu'il veillerait que son héritage soit sauvegardé après son départ, le rédacteur de l'article s'interroge, n'y a-t-il pas un piège dans cette volonté d'ouvrir le jeu? Pour l'heure, difficile de le savoir, la réponse se trouve peut-être dans la suite des événements, conclut mon confrère. Mais en attendant cette suite, Cassiani Info nous apprend que chez les démocrates, il y a une certitude. Le parti de l'opposition, les démocrates, dirigé par l'ancien président Boni Yayi, a confirmé qu'il n'organisera pas des primaires pour désigner son duo de candidats à la présidentielle, contrairement à d'autres formations politiques qui optent pour des primaires ouvertes ou fermées. Les démocrates suivront une procédure interne bien définie. Selon le secrétaire administratif du parti, les statuts du parti, les démocrates prévoient que le duo présidentiel soit connu 6 mois avant le scrutin sans passer par un vote des militants. Cependant, une commission nationale de candidats sera mise en place pour recevoir et analyser les dossiers des aspirants, écouter les potentiels candidats, faire une proposition à la coordination nationale. Cette proposition sera ensuite soumise au Conseil national, instance décisionnelle du parti qui validera officiellement le ticket présidentiel. Et on parle de cette affaire de corruption dans la délivrance du récépissé provisoire. Richard Boni-Woro et ses 2 co-accusés placés sous mandat de dépôt. Oui, Richard Boni-Woro et ses co-accusés retournent derrière les barreaux. C'est ce qui ressort de leur audition et instruction à la Criette, nous apprend Fraternité. Mais avant, l'acteur politique accompagné de ses avocats a été présenté au procureur à la Criette. Dans l'après-midi d'hier, l'acteur politique principal mis en cause dans cette affaire était avec ses 2 co-accusés, 2 agents publics également poursuivis dans cette affaire de corruption. Le matinal, qui n'a pas davantage d'informations sur l'audition des mises en cause, rappelle que l'interpellation de Richard Boni-Woro et ses 2 fonctionnaires publics remonte à une semaine. Selon les derniers éléments rendus publics, les inculpés sont impliqués dans une transaction financière suspecte visant à faciliter l'obtention du récépissé
justice de reconnaissance officielle du parti. Le libéral, les mises en cause, ont d'ailleurs reconnu les faits, même s'ils ne s'entendent pas sur le montant exact. Richard Boniworo parle de 7 millions remis au directeur général des partis politiques et affaires électorales, lui qui ne reconnaît n'avoir perçu que 5 millions de francs CFA l'un dans l'autre. Le journal souligne que les deux encourent des peines de prison allant de 5 à 10 ans. S'ils sont reconnus coupables, les 3 hommes restent donc dans les liens de la détention en attendant la suite de la procédure. Merci William Aguiar, on se retrouve demain, toujours pour la revue de presse. Pour au compte des tenues traditionnelles, vous? Je suis pour les tenues traditionnelles. Je suis un fan des tenues traditionnelles. Merci, William Aguiar. Merci. Allez, encourageons franchement le port des tenues traditionnelles. Et c'est même une manière pour nous aussi de soutenir nos différents entrepreneurs. Il y a un volet économique à ne surtout pas négliger. Voici à présent le sport. Et l'actualité sportive de ce jour, c'est avec vous, Blaise Adanko, bonjour. Bonjour Rachida, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on débute avec le handball sur le plan africain. Avec la 41e édition de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs qui se déroule du côté du Caire en Égypte. Le suspense atteint donc son sommet avec les 4 affiches de rêve, pour les demi-finales. Chez les dames, l'association sportive du Sahel de la Tunisie affronte le Al Ahly d'Égypte. Duel 100% angolais à 18h entre le Primero et le Petro Atlético. Chez les hommes, les Égyptiens du Al Ahly affrontent les Marocains de Montada d'Herbe Sultan. Le Zamalek va tenter de se hisser en finale face à l'Espérance de Tunis. Parlant toujours de handball, la fédération béninoise de handball prépare activement la saison. Plusieurs compétitions ont donc lieu sur l'ensemble du territoire pour permettre aux équipes d'être en jambes. Après donc les challenges honorable Malik Gomina à Cotonou, honorable challenge remporté donc par Aigle HBC chez les hommes et Flowers chez les dames. Le challenge honorable Charles Toko à Parakou remporté par Espoir HBC chez les dames et Bosco Star chez les hommes. Le challenge Tour se poursuit avec cette fois-ci Porto Novo du 24 au 25 mai prochain. 8 équipes, 4 en hommes et 4 en dames, vont se disputer le challenge Oscar Saizonou. Dans le même temps, à Abomey, le challenge Pélagie à Raymond va faire vibrer la cité royale au rythme du handball, compétition réservée à la catégorie cadette. D'ailleurs, cette année, le handball a connu une augmentation de sa subvention de 20%, une subvention octroyée par l'État aux fédérations et en marge bien évidemment de la cérémonie de remise qui a eu lieu la semaine dernière. Nous avons interrogé l'un des membres du bureau fédéral, il a pour nom Kadé Yarou, il est le trésorier général de la fédération béninoise de handball. Je vous propose de l'écouter. Bon, d'abord, c'est des motifs de satisfaction, parce que c'est après l'évaluation du ministère qu'on s'est retrouvé quand même la meilleure fédération, parce qu'on a eu les meilleurs points. Et ce qui a fait qu'on a connu une augmentation de 20% de notre subvention. Donc, c'est des motifs de satisfaction. À part ça, c'est vrai que depuis le début de l'année, nos activités étaient au ralenti. Mais avec cette subvention, je crois que les activités iront plus vite et seront mieux organisées. Oui, d'abord, il y a la Ligue Pro qui va démarrer dans 3 semaines. À part la Ligue Pro, on va préparer également le tournoi international de Nantes. Donc voilà les priorités pour la fédération. Et on va maintenant, Blaise Adanko, à la découverte de la photo finish. Oui, sur la ligne d'arrivée, tout peut se jouer à un battement de pédale ou à quelques millimètres près. Certaines victoires lors du Tour du Bénin se décident à la toute dernière seconde grâce à la photo finish. Mais comment fonctionne-t-elle ? Comment est-elle devenue un élément incontournable dans les compétitions de cyclisme? Plongé dans les coulisses de cette technologie de pointe avec Bruno Soali, c'est un sujet qui a été réalisé lors du 20e Tour du Bénin. Cet appareil que vous n'avez peut-être jamais remarqué sur une compétition de cyclisme est sans doute l'un des dispositifs matériels les plus importants d'un tour cycliste.
Il y a notre caméra, il y a le décodeur, il y a des transpondeurs. Le transpondeur, par exemple, qui est un dispositif très sensible et qui permet de chronométrer, de prendre le temps exact de ces coureurs. Vous voyez que ça, c'est une innovation. Et les transpondeurs essaient de nous aider au niveau de la chronométrie. Et avec le juge à l'arrivée, avec le commissaire de la course, avec l'équipe de la photo finish, il n'y a plus rien à contester grâce aux transpondeurs et aux caméras qui ont été installées. Dissimulé ici à la ligne d'arrivée telle une caméra cachée, c'est grâce à ce dispositif photo et vidéo, véritable révélateur, que les éventuels conflits d'arrivée d'étape sont arbitrés avec la plus grande justesse et transparence. Décodeur et caméra lens. Quand on dit caméra, les gens pensent que c'est comme les autres caméras. Notre caméra, ce n'est pas pour faire la vidéo. La caméra est là pour prendre les photos. Elle a la capacité de prendre jusqu'à 500 photos par seconde. Quelle que soit l'arrivée massive, lui, il enregistre tous les coureurs. Et son enregistrement nous aide à trouver le temps exact, la durée exacte de chaque coureur, quel que soit le nombre de coureurs à l'arrivée. L'ensemble de cet appareillage ultramoderne est incontournable dans une course cycliste. C'est une innovation dans le cyclisme béninois. Et la photo finish, désormais, à travers le Tour du Bénin, est bien organisée. C'est une équipe composée rien que des techniciens plus dynamiques. La caméra, lui, on voit les photos dans les photos des coureurs. Et on a la possibilité de mesurer les vélos à l'arrivée. Parce qu'il y a des règlements qui demandent ça. Il faut positionner le sélecteur sur roue arrière du premier et roue avant du second. Si la durée est moins d'une seconde, il y a quelque chose à faire là. Ce matin à Savet, l'équipe technique de la photo finish formée par des techniciens hongrois pour trancher les fins de course du Tour cycliste du Bénin s'affaire à mettre tout en place minutieusement avant le démarrage de la course. Moi, je gère tout ce qui concerne la logistique. Et déjà, bien avant le démarrage effectif de la course, on doit faire une réunion technique. Au niveau de la réunion technique, le commissaire principal de l'UCI qui est envoyé dans le pays doit nous donner des ordres. Il doit nous rappeler les consignes à suivre pour la réussite du tour. Parce que la photo finish est très sensible. C'est juste une équipe qui essaie de confirmer les résultats. C'est lui qui gère la caméra, puisque vous voyez, il y a deux ordinateurs là. Cette machine, c'est pour gérer la caméra et ceci, c'est pour gérer les transpondeurs. Parce qu'ils sont tous en réseau. Je gère la caméra. Et la caméra en question nous permet de capturer l'arrivée des coureurs. Ça nous permet aussi de savoir, de rechercher les coureurs qui ne sont pas détectés par les transpondeurs. Quand on ne détecte pas les transpondeurs, avec la caméra, on recherche le coureur avec son dossard et on lui accorde son temps et on l'enregistre dans la base. Sous cette tente, chaque composante de l'équipement joue un rôle bien précis pour lever toute ambiguïté sur le verdict des courses. Une fois les appareils en réseau mis en marche, ils ne servent pas qu'à regarder à la loupe l'arrivée sur la ligne, mais peuvent déjà flasher des scènes sur les 3 derniers kilomètres de la course. Il y a désormais une innovation au niveau de la photo finish, désormais à 3 km sous l'égide du commissaire de l'UCI. Moi, par exemple, je suis désormais à 3 km de l'arrivée. Pour prendre tout ce qui va se passer, il y a un dispositif que nous installons au niveau des 3 km également pour pouvoir filmer tout ce qui se passe sur la ligne des 3 km. Et nous avons le temps de chaque coureur qui ont franchi la ligne des 3 km jusqu'à l'arrivée. Le décodeur est en synchronisation avec les transpondeurs et c'est ça qui permet d'avoir le temps grâce à l'ordinateur qui est là avec Brice Oronton qui gère cette partie. Le décodeur essaye de permettre aux transpondeurs de fonctionner comme cela se doit. Et ça peut être une longue distance, il n'y a pas d'empêchement au niveau des transpondeurs grâce au décodeur qui est en train de fournir toutes les informations à l'ordinateur. L'étape de Paracou-Savet va permettre au dispositif technique de la photo finish de se mettre en évidence et de donner des éléments visuels à la commission de délibération de sanctionner un coureur arrivé 3e pourtant sur la ligne. Au lieu d'une place sur le podium, il est déclassé loin, très loin, après vérification. Vous voyez, à l'écran maintenant, on a déjà
le résultat, le temps de chaque coureur. J'avais dit tout à l'heure que c'est les transpondeurs qui nous donnent l'heure d'arrivée des coureurs. Effectivement, il nous a donné l'heure d'arrivée, mais la caméra joue un rôle très important dedans. Vous voyez, ici, vous allez constater que nous avons ici le dossard 43, qui est le 3e, selon les informations que le transpondeur nous a données. Mais quand on a vérifié dans la caméra, on a constaté que le 43 a fait quelque chose sur la voie. Donc le président du commissaire a décidé qu'il ne soit plus le 3e. C'est grâce à notre caméra qu'on a su que ce n'est plus lui le 3e. Effectivement, il a franchi la ligne d'arrivée en 3e position. Mais avec les modifications, on a vu qu'il n'est plus 3e à cause de faute qu'il a fait sur la voie. Il a fait quelque chose sur la voie, donc il est devenu 40e. Cette VAR du cyclisme est un véritable... Donc c'était donc le sujet sur la photo finish et information sportive toujours dans la matinale. C'est pour dire que Tottenham a remporté la Ligue Europa face à Manchester United. C'était donc hier victoire des Spurs et premier titre pour les Spurs depuis 2008. Merci Blaise Adinko pour cette information capitale. On attend toujours de suivre notre PSG Milan AC. Ça va être un match formidable. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Chers amis téléspectateurs, allez, portez-vous bien. On se retrouve demain.